Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième émission de Entre les matchs avec Marc Touga. Marc Touga, c'est moi. Mon invité aujourd'hui, c'est Anthony Rimasson, qui est le directeur technique du club de soccer de Longueuil et l'entraîneur-chef de l'équipe première en Première Ligue de soccer du Québec. Comme ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez, cette émission-là, le but, c'est d'apprendre à connaître les différentes personnalités de la Ligue, de la PLSQ, les joueurs, les entraîneurs, etc. Aujourd'hui, on a un entraîneur, un formateur avec nous. Anthony, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, Marc. Bonjour. Ça fait plaisir. Donc, avant de parler du CS Longueuil, parle-moi un petit peu de ton parcours comme formateur, les stages que tu as suivis, le travail que tu as fait en Europe, en France, notamment surtout en France et au Portugal. Parle-moi de ça. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté, par exemple, au Portugal? Qu'est-ce que tu as eu de plus qu'en France et vice-versa? Très bien. Deux questions en une alors. C'est ça. Alors, Efficace. donc moi j'ai débuté, je suis un joueur amateur d'un niveau ligue en France. Et puis de suite ma passion de l'entraînement est arrivée, et ce qui fait qu'à 19 ans j'ai commencé à être entraîneur dans un club amateur en France qui s'appelle l'US Cornu, une toute petite division. Mais en France il y a beaucoup de divisions, donc on s'y perd. Et puis de fil en aiguille j'ai passé tous mes diplômes pour aujourd'hui être diplômé formateur UFA Elite Youth, donc le plus haut diplôme de formateur en France que j'ai suivi à Clairefontaine. Je suis passé par la Ligue de Bretagne de football, qui est un peu un organe décentralisé de la Fédération française. J'y ai travaillé 5 ans dans la formation des cadres et la formation du football élite. J'appelle le soccer maintenant, ça y est, j'ai le virus. Et ensuite, j'ai été employé par le Stade Rennais Football Club au centre de formation pendant 2 ans. Patrick Rampillon, qui était le directeur du centre de formation de l'époque, m'a engagé, et bon, j'ai sauté le pas parce que moi, je voyais les joueurs professionnels à mes débuts derrière un grillage, et là on me proposait de l'autre côté, et au cœur du vif du sujet. Ensuite comme tout entraîneur en France, on a des contrats à temps, et bien on sait pas pourquoi on est limogé, et j'ai été limogé de Rennes, et j'étais un natif de Rennes, pour ensuite être pris au Stade Brestois. Au Stade Brestois 29, j'y ai fait 10 ans. La mise en place du centre de formation était un objectif sur les 10 années. J'étais avec mon collègue Stéphane Nadeau, qui est aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Et l'objectif, c'était de faire un centre de formation. Donc, sur ces 10 années, on a réalisé un centre de formation avec aujourd'hui des garçons qui sont professionnels, et puis d'autres qui sont sortis, dont un qui est à Stock City, un autre qui est à Vigo. Enfin, on a des joueurs qui sont bien formés, on va dire, ou bien déformés, j'en sais rien, à eux de choisir. Et ensuite, à l'issue des 10 ans, il y a une discordance d'idées entre l'entraîneur en chef et moi-même. J'étais pas trop d'accord sur ce qui se passait, donc j'estime que quand on travaille dans un club, on doit tous être d'accord, sinon celui qui n'est pas d'accord s'en va, et on a conclu que je m'en allais. Et j'ai eu la chance d'être appelé par le Benfica de Lisbonne à l'époque pour aller faire une mission de formation. En fait, ils avaient un accord avec la fédération gabonaise de football, où la sélection des U18 devait être formée pendant 1 an, voire 2 ans, pour être performant pour la CAN 2017. Donc ils m'ont appelé parce que j'avais quelques contacts, et puis je connaissais déjà le Benfica pour y avoir fait des stages pendant mon formateur. Et voilà, ils avaient besoin, donc j'ai défendu le dossier, on a gagné le dossier, et puis j'ai travaillé 1 an au Benfica. Donc là, c'était pour moi un rêve qui se réalisait. Et puis comme ils disent là-bas, Benfiquista un dia, Benfiquista sempre. Donc Benfiquiste un jour, Benfiquiste toujours. Je suis un supporter du Benfica, et j'ai pris le virus du Benfica, et voilà, j'ai pu intégrer un grand club formateur européen. Puis c'est commencé justement un grand club comme ça, là. C'est quoi l'atmosphère? Comment on vit ça? Marc, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'abord, on y va pas feutré, parce que les Français ont cette manie et d'être de vouloir tout montrer, de vouloir montrer aux gens qu'ils savent tout, mais en fait ils savent pas grand-chose. Quand on va dans un pays étranger, on se doit d'être humble. En France, c'est ça, c'est comme beaucoup de théories qu'on essaie d'imposer du haut un peu, ou c'est pas la tradition, il y a moins de place? Au départ, c'était ça il y a 15 ans, ouais. Il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup de partage, et les formations d'éducateurs. La MLS a acheté les droits de formation à Clairefontaine. C'est bien pour une chose, c'est parce que certainement elle est performante. Et elle est performante aujourd'hui, elle est surtout dans l'échange. Elle n'est pas que descendante.
Donc c'est ce qui aujourd'hui notamment avec le Québec. Notamment avec le Québec, il y a Ouais. une grosse relation et qui est intéressante. Mais Donc, Benfica, Benfica, c'était c'est comme le Canadien ici au hockey. Oui, c'est ça. Même si on n'est pas supposé faire une comparaison de sport, mais c'est la comparaison pertinente quand même. Certainement, le Canadien, ça paraît être j'y ai pas encore mis les pieds, ça paraît être une grosse institution. Benfica, c'est une grosse institution. On y voit rouge et blanc toujours. Quand on est entraîneur, quand on est joueur, on ne s'habille pas en vert parce que le vert, c'est le Sporting, donc c'est le club qui est même dans la vie tous les jours, là. Oui. Quand on va, même pas seulement au match de foot. Non, au match de foot dans la vie de tous les jours, le vert, c'est une couleur qu'on porte pas comme le bleu de Porto. Aujourd'hui, j'ai un peu de bleu, mais c'est pas celui de Porto. Et non, moi j'avais été accueilli par Rui Costa et bon, quand on déjeune avec des gens comme ça, chaque semaine on apprend. Carlos Moser était là également en tant qu'ambassadeur, donc chaque semaine on mangeait avec ces gens comme ça. Donc forcément, moi j'ai considéré et je considère encore que mon métier c'est d'apprendre. Donc j'apprends en permanence et à Benfica j'ai appris énormément de choses. Et ensuite tu es arrivé au Québec. Tu as commencé à appliquer ton vécu, toute l'expérience de coaching que tu as emmagasiné là-bas, de formateur. Est-ce qu'on applique ça de façon comme aveugle ou faut s'adapter? Dans quelle mesure tu t'es adapté à la réalité d'ici? Parce que c'est deux mondes très différents. Dans quelle mesure tu dois, comme j'ai dit, tu peux pas, est-ce que tu peux appliquer seulement? Non. L'erreur, ça aurait été d'appliquer exactement ce qu'on fait en France. C'est pas possible. Déjà ici, ça s'appelle le soccer, donc c'est déjà une différence. Après, j'ai pris beaucoup de ce que j'avais à Benfica. Il a fallu que je m'intègre. Il a fallu à Benfica que j'apprenne le portugais pour communiquer. Donc, alors ici, c'est français, certes, mais il y a beaucoup de termes différents. Si j'étais arrivé ici en imposant mes choses et mes visions, je pense que j'aurais fait 2 mois. Et je me serais lassé parce que c'est pas la même chose. Il y a une grosse différence ici. Il y a énormément de pratiquants sur un club. C'est le club comme le mien, c'est 2500 de licenciés, pardon, pas salariés, heureusement. Licenciés, un jour peut-être, j'espère. Licenciés. En France, un gros club, c'est 600. Donc voilà, il fallait pas tout imposer. Par contre, ce qu'il faut faire, j'ai des idées de formateurs. Celles-ci, les idées techniques, je les impose parce que c'est ce à quoi je me nourris. Mais tout le reste, il faut s'adapter au pays, il faut s'adapter aux us et coutumes. Par exemple. Ici, je suis arrivé, j'ai vu énormément de soccer féminin. C'est ce qui m'a surpris. Les deux choses qui m'ont surprise, c'était beaucoup de filles. Donc je me suis dit, il y a un vivier, il y a quelque chose à faire, il faut travailler là-dedans. Et comparé à la France, ici il y avait beaucoup de filles à la base et pas de professionnalisme pour les filles. En France, il y a du professionnalisme et peu de filles à la base. Donc je me disais qu'il y avait quelque chose à faire et ça m'a étonné quand je suis arrivé. Et aussi le nombre d'arbitres. Sur chaque terrain, de petits comme de grands, il y a 3 arbitres. J'ai trouvé ça super étonnant. En France, c'est pas le cas, il y a un arbitre. Okay. De champ et le reste ce sont des bénévoles, un papa qui fait, et bon, ça se passe bien, mais ici je trouve que l'organisation arbitrale était bien menée et ça me surprenait. Et l'adaptation à l'équipe première du CS Longueuil en première ligue, est-ce que c'est du professionnel, mais du professionnel à temps partiel parce que les joueurs font autre chose dans la vie? Il y a l'équivalent en France en division 3 ou 4, j'imagine, mais est-ce que c'est semblable ou il y a des différences là aussi? Alors Marc, alors souvent je dis à mes joueurs qu'on est des entraîneurs et des joueurs semi-professionnels, mais parfois je leur parle de semi-amateurs parce que certes il y a un championnat où on peut avoir des contrats, mais les gens travaillant, il est difficile d'avoir une préparation, une planification carrée et propre, puisque parfois l'employeur principal demande à ce qu'il soit présent, il peut pas être présent à l'entraînement. C'est toute une organisation. En France, oui, c'est similaire, cependant les clubs sont prioritaires. C'est-à-dire que le club trouve un travail qui peut faire coïncider les entraînements et c'est beaucoup plus facile. En France, ils s'entraînent tous les jours, les clubs amateurs, les clubs semi-professionnels, pardon. Ici, c'est pas possible. Donc voilà, la grosse différence, elle est là. Et puis elle est aussi
je pense aujourd'hui dans le niveau, il manque encore un peu de niveau, mais j'étais venu il y a 2 ans et aujourd'hui en 2 années, il y a un niveau qui a drôlement augmenté et c'est grâce certainement à l'encadrement, c'est grâce aussi à des joueurs européens qui sont arrivés, mais aussi des Québécois qui ont augmenté leur niveau de pratique. Oui, il y a moins, on repère moins facilement les points faibles ou les joueurs plus faibles sur le terrain. Il y en a beaucoup moins qu'au début. Ben, c'est quoi les circonstances qui t'ont amené au Québec à ce moment-là? Les circonstances qui m'ont amené au Québec, c'est mon métier tout simplement. On a des contrats à temps et quand ça se finit, ben il faut rebondir, aller ailleurs. Et moi, j'étais venu faire un stage ici quand j'étais au Benfica de Lisbonne sur 3 semaines. Et puis le président de l'époque, Christian Bassong, avait un souci de directeur technique et à ce moment-là. Il m'a vu travailler, il m'a fait une proposition, on a étudié, ça a été assez long parce que les papiers sont longs à obtenir. Et puis quand moi j'ai été libéré, ça correspondait à un projet privé parce que mes enfants, j'avais le choix entre l'Afrique ou ici. Et honnêtement, même si l'Afrique est un très beau continent, c'était à l'époque où on m'a fait la proposition, c'était beaucoup moins politiquement stable. Donc ici, politiquement, on est quand même tranquille. Pas de regret jusqu'à date? Non, pas de regret. Non, pas de regret du tout. Je vois un pays qui est accueillant, un football qu'on appelle soccer avec beaucoup de différences, c'est sûr. Il faut que je me fasse au pays, au football, à la différence dans l'arbitrage aussi. Les différences, on donne pas toutes les il y a des règlements parfois qui changent. Et ça, il a fallu que je m'y adapte à ça. Comme par exemple quelque chose qui t'a surpris. Chez les petits, par exemple, on fait, pas tous les petits, mais sur quelques petits, on fait des changements que lorsqu'on a la touche. Donc, c'est une règle qui n'existe qu'ici. Donc, je me suis posé la question pourquoi elle n'existe qu'ici et pas ailleurs dans le monde. Donc, il y a certainement une raison. Après, je trouve que les arbitres, notamment en PLSQ aussi, sont très bons athlétiquement. Ils sont prêts. En France, c'est pas toujours le cas. Ici, ils sont prêts ce sont des athlètes. Après, le niveau, c'est autre chose, c'est un autre débat que je veux pas donner ici, mais je pense que c'est un autre débat. Ils sont prêts physiquement. Après, il faut qu'ils prennent un peu plus de recul sur le soccer, je pense, pour être moins règlement et beaucoup plus foot, sentir le jeu. Ok. Et parle-moi de ton projet de jeu, ton projet de développement. En ce moment, CS Longueuil en première ligue est pas bien placé au classement, mais c'est pour mieux préparer l'avenir. On prépare avec les jeunes. Parle-moi de ton approche avec les jeunes. Puis par ricochet, le club dans son ensemble un petit peu. Là. Moi, j'ai une casquette de directeur technique d'abord. Donc, mon équipe de PLSQ doit être le sommet de ma pyramide et elle doit être le reflet aussi de ce qu'on fait en club. Je dérogerai pas à ça. Même si on perd des matchs, je dérogerai pas. En plus, je dirais, c'est un luxe d'évoluer dans une ligue telle que la PLSQ parce qu'il y a un bon niveau, mais en plus, on ne monte pas, on ne descend pas. Alors oui, on peut être premier, on peut être dernier, mais il n'y a pas d'incidence ni financière, ni de jeu. Donc c'est intéressant. Et pour moi, c'est un luxe et c'est un confort pour moi de travailler comme ça. Alors oui, on n'est pas premier aujourd'hui, on n'est pas dans le trio, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas des joueurs d'expérience. Des équipes comme Outremont, Lakeshore, Bainville ont des joueurs d'expérience qui sont capables de marquer à tout moment. Ils sont faits pour aller gagner le championnat. Ça, c'est une évidence. Moi, j'essaye d'inculquer un projet de jeu, même si on doit perdre, on va aller au bout de nos idées. Et voilà, ça c'est mon leitmotiv. Et on me laisse carte blanche. Alors c'est vrai que ça peut faire moins bien d'avoir l'équipe première qui n'est pas première du classement, mais voilà. Et nous, on s'est fixé comme objectif d'être la pyramide de la formation et d'intégrer les jeunes. Et la complexité, c'est d'intégrer des jeunes qui, ici, quand ils ont 17-18 ans, sont moins investis dans le soccer. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers là. Puis comment, concrètement, là, comment tu peux nous faire comprendre comment qu'on amène les jeunes vers à être plus aguerris, vers un niveau de jeu supérieur, parce que l'équilibre est difficile à trouver pour pas qu'ils se retrouvent dans un niveau tellement élevé qu'au lieu de progresser, ils vont régresser ou même ça va être négatif. C'est vrai, tu as raison. Pour pas régresser, je pense qu'il faut intégrer la défaite à une démarche d'apprentissage. Oui, on va perdre, mais c'est pour gagner demain. C'est reculer pour mieux sauter. Je prends en exemple le Fury d'Ottawa. C'est l'équipe qui m'a le plus impressionné dans son projet de jeu. C'est une équipe qui n'a pas bougé de projet de jeu du début jusqu'à la fin. Elle m'a battu il y a 15 jours, je crois, mais parce qu'elle joue très bien. Elle est restée avec ses jeunes joueurs et a joué d'une manière de début jusqu'à la fin.
sans déroger à ça. Et c'est ça pour moi la formation. Donc c'est ça pour moi aussi ce que je veux faire chez moi. C'est ce que j'ai toujours fait en France, en Europe. Et alors pour que ces jeunes soient dans cette mouvance, il faut qu'ils trouvent du plaisir dans les pratiques. Il faut qu'ils trouvent dans le niveau de jeu un niveau intéressant mais qui soit pas trop dur. Donc tu avais raison, il faut pas que ce soit trop difficile. Et puis il faut aussi des joueurs importants qui vont pouvoir les orienter. Justement, un des joueurs importants de l'équipe, c'est Philippe Davies, qui est un jeune joueur, parce qu'il est quand même seulement au milieu de la vingtaine, mais il a quand même un vécu intéressant. Il a été dans l'organisation des Whitecaps de Vancouver. Il a joué pour le Fury d'Ottawa dans la Ligue nord-américaine, la même ligue que l'Impact, où l'Impact évoluait avant. Parle-moi de l'impact qu'il y a au sein de tes jeunes dans l'équipe première. Ouais, il a aussi fait partie de Dijon en France, où il a fait sa formation, donc qui est pour moi aussi important. Phil, c'est un joueur et d'entraînement et de compétition. C'est un super compétiteur. Jamais il veut perdre dans les jeux, à l'entraînement comme le week-end. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Il amène aux jeunes, il insuffle aux jeunes une dynamique. Les jeunes le regardent comme bon, oui, c'est le joueur professionnel quand même qui a arrêté sa carrière jeune et puis qui revient au foot, au soccer par plaisir. Donc ça, c'est quelque chose de riche. Ils en tirent des enseignements. Et il est vraiment, il fait partie prenante du projet. Et puis en plus, pour moi, c'est aussi un objectif de le contenter, parce qu'à l'entraînement, je dois proposer des choses qui sont et ludiques et professionnelles, et aussi qui puissent aussi s'épanouir. Mais parce que aussi c'est un éducateur. Il est éducateur à la Rive-Sud et il a un œil aussi critique. Donc je dois pas, ça m'oblige à ne pas baisser pavillon. Et forcément, on progresse tous ensemble. Il est vraiment positif pour le club et positif pour les jeunes. Maintenant, il faut ici aussi que les jeunes s'identifient à lui. Et pour s'identifier à lui, il faut aussi s'identifier au soccer. Et c'est cette difficulté des jeunes qui ne s'identifient pas forcément au soccer, parce qu'il y a un travail derrière et ils préfèrent parfois aller travailler plutôt que jouer même en PLSQ. Donc il y a un truc à changer. Okay. Puis aussi, j'oubliais, il a joué quelques matchs avec les équipes nationales aussi. Puis c'est surtout quelqu'un qui est originaire de la Rive-Sud, qui a grandi ici, puis qui a à quel point c'est important le sentiment d'appartenance quand on évolue dans un club? Ah ben, il est prépondérant. Il est prépondérant. On voit les équipes qui tournent aujourd'hui, c'est les équipes où il y a des joueurs qui sont depuis longtemps dans les clubs. Et ce sentiment d'appartenance, il tend à disparaître, c'est vrai, mais on peut le reprendre avec des gens comme lui pour le mettre en avant en disant que oui, il a lâché, il est revenu et aujourd'hui il revient à ses premiers amours. Et il est à la Rive-Sud, il est éducateur aussi à Saint-Hubert, il est joueur chez nous. Il est vraiment attaché à la Rive-Sud. Donc voilà, et s'il y en a un qui a un sentiment d'appartenance, lui, je pense que c'est à mettre en premier plan. Dernier thème qu'on peut aborder, c'est peut-être, on parle, bon, c'est un projet à long terme, on développe l'avenir, mais dans le moment présent, pourquoi ça vaut la peine d'aller voir des matchs du CSL Longueuil? Bah, ça vaut la peine parce qu'il y a des jeunes de chez nous. Ça vaut la peine parce que on essaye de mettre du fun à la mi-temps. On essaye de mettre un peu de show. Alors on débute par des challenges qu'on a mis en place. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on va voir? C'est quoi le style de jeu? Sur le terrain, on va voir du jeu. J'essaye d'avoir le plus possible de jeux courts, de redoublement de passes et puis du spectacle. Avec moi, il y a du spectacle. C'est soit j'en prends beaucoup, soit j'en mets beaucoup. Donc je ferme jamais le jeu. Même si parfois à des matchs malencontreusement on ferme le jeu, mais c'est parce que l'adversaire est un peu meilleur et que on est tellement acculé qu'on est derrière, mais c'est pas la volonté. La volonté c'est d'aller jouer et bah oui, on fait des erreurs parce qu'on joue. On ferme pas le jeu. Quand on vient chez nous, on voit des buts. Pour ou contre, mais on voit des buts et c'est ça le spectacle. Ben, ça va venir parce qu'il y a un bon bassin de joueurs je pense. Sud, donc je pense ça aide aussi. Ben, Anthony, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation. On se retrouve, merci d'avoir été là. On se retrouve pour l'émission numéro 5 quelque part au début de septembre. Au revoir. Merci.